Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, à vous les internautes qui nous suivez depuis le site obésité-bordeaux.tv pour suivre cette web émission en direct, web émission grand public consacrée à l'obésité avec le soutien de Medtronic. Et nous sommes en direct depuis l'Institut mutualiste de l'obésité, la clinique mutualiste de Pessac en Gironde. Au menu, si j'ose dire, de cette émission, 1h30 d'échange en 3 parties. Nous vous aiderons d'abord à y voir plus clair sur ce qu'on entend par excès de poids, surpoids, obésité. On fera ensuite dans la deuxième partie de l'émission un focus sur la prise en charge non chirurgicale de l'excès de poids et les objectifs à se fixer avant d'aborder dans la troisième partie les différentes étapes du parcours du patient dans le cas d'une chirurgie de l'obésité. Voilà pour ce programme copieux. On échangera sur ces 3 thématiques en compagnie d'invités experts, en plateau bien sûr avec des reportages, de l'interactivité aussi, puisqu'on compte sur vous les internautes pour interagir avec nous, poser vos questions, vos réactions, vos témoignages à nos invités en live via le site de l'émission. Je ferai bien sûr un point sur toutes vos contributions à l'issue de chacune des 3 parties de l'émission. Avant cela, pour introduire cette émission et vous souhaiter la bienvenue, je reçois à mes côtés René Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du pavillon de la mutualité française Gironde. Je crois que le plus simple, c'est de souhaiter la bienvenue aux internautes qui nous rejoignent. Écoutez, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous nos internautes, en direct de la clinique mutualiste de Pessac. Vieille clinique qui date de 1966 ici, et où on a eu l'occasion ces derniers temps de recevoir des médecins qui ont eu l'idée de créer cet institut mutualiste de l'obésité, et que je suis heureux aujourd'hui d'avoir pu participer à cette émission et qui vous apporte beaucoup de renseignements. Absolument. Un mot sur cette clinique mutualiste, sur le pavillon, sur le groupe. Vous avez commencé un petit peu l'historique à l'instant. Si je vous fais l'historique... on n'est pas couché. On n'est pas couché, ça dure depuis très longtemps. En 2 mots, le pavillon de la mutualité est une vieille institution créée en 1921 qui a créé sa première clinique dans les années 26 avec, je vous le disais tout à l'heure en aparté, le premier médecin, disons, salarié n'était autre que le père de Jean Lacouture, votre confrère écrivain et journaliste. Et puis le grand développement depuis. Il y a beaucoup d'œuvres. Aujourd'hui, le pavillon de la mutualité, c'est 50 réalisations globalement. C'est 1200 salariés, et etc., etc. Voilà en gros la mutualité, le pavillon aujourd'hui, ce que c'est. Et puis, une web émission dédiée à l'obésité. C'est une première dans l'histoire de la clinique. Des émissions de télévision aujourd'hui, même sur le web. Institut, c'est la première. Il y a eu effectivement des reportages ou des films qui ont été tournés ici, c'est vrai. Mais pour le pavillon de la mutualité, non, c'est une première. Et pourquoi ? Quelle est l'origine, la genèse de ce projet ? Je crois que c'est, disons, de différentes personnes qui se sont rencontrées, donc Medtronic entre autres. Et je crois qu'on a décidé en commun de faire cette émission avec les médecins, etc. Et je crois que c'est une bonne chose. Eh bien, je vous laisse la suivre en coulisses avec grand plaisir. Merci je vous remercie d'avoir introduit cette émission, Monsieur Martin. On va rentrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec notre première séquence de l'émission qui va vous permettre d'y voir plus clair sur ce qu'on entend par excès de poids, surpoids, obésité. De quoi s'agit-il exactement et quelles sont leurs origines? Des éléments de réponse tout de suite avec nos 3 premières invités. Et nous ont rejoint en plateau Ludivine Musard, bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. À vos côtés autour de la table, Camille Furoy, je vais y arriver, diététicienne. Et enfin, Léa Mendes, vous êtes psychologue. Bonjour. Merci de participer à cette émission. On va commencer par une première question avec vous, Ludivine Musard. Un décryptage utile pour celles et ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on entend par excès de poids, surpoids, obésité? Quelle distinction faut-il faire entre ces 3 états? Alors, le surpoids et l'obésité sont définis grâce à l'indice de masse corporelle. L'IMC, donc indice de masse corporelle, on peut le calculer en prenant son poids qu'on divise par sa taille au carré. Alors, un IMC entre 25 et 30 définit le surpoids. Au-dessus de 30, on parle d'obésité. Et là, il y a 3 stades. Le stade 1, ou obésité modérée, c'est entre 30 et 35. L'obésité sévère ou stade 2, entre 35 et 40. Et au-dessus de 40, nous avons l'obésité de stade 3 ou obésité morbide.
Alors, il faut quand même savoir que cet indice de masse corporelle, c'est le seul indicateur valide pour évaluer l'excès de poids. C'est le seul qui fait référence. Voilà, exactement. Mais l'indice de masse corporelle ne prend en compte ni l'âge, ni l'ethnie, ni le sexe, et surtout ne prend pas du tout en compte la masse grasse et sa répartition dans le corps. Or, c'est la masse grasse, l'excès de masse grasse qui entraîne des problèmes de santé. Donc, c'est très important finalement d'en prendre compte plus que le chiffre de l'IMC. Donc, il ne faut pas se focaliser sur cet IMC. Hein. Voilà, exactement. Ce serait le but. De toute façon, il va certainement évoluer à un moment et être obsolète. C'est vraiment l'excès de graisse et surtout au niveau du ventre. Le tour de taille ? Le tour de taille qu'on doit prendre finalement au patient et qui définit plus finalement le surpoids et l'obésité. Des chiffres sur le tour de taille chez l'homme et chez la femme ? Alors, il y a plusieurs définitions, mais là, les dernières, c'est plutôt 102 cm de tour de taille chez l'homme et 88 cm pour la femme. D'accord, c'est noté. Un mot sur les chiffres, sur ce que représentent ces fameux 3 États au niveau de la France, sur le plan national ? Alors, en France, les données, on va dire, de 2016, par exemple, pour le surpoids, c'est quand même très répandu, puisqu'on a 41% des hommes adultes qui sont atteints de surpoids et 25% des femmes. Pour ce qui concerne l'obésité, donc l'IMC au-dessus de 30, on parle toujours d'IMC, c'est 15% de la population adulte, hommes ou femmes. Et donc l'obésité abdominale, comme on a discuté, c'est 41% des hommes et 48% des femmes. Alors après, c'est donc du coup une maladie qui est quand même répandue, l'excès de poids. Mais si on doit la comparer d'ailleurs au diabète, elle est beaucoup plus répandue. C'est 5 fois plus d'obésité en France que de diabétiques, chez l'adulte encore une fois. Mais par contre, si on compare par exemple aux États-Unis, là-bas on a 38% des Américains qui sont obèses. 38%. Pourquoi l'obésité est-elle considérée, Ludivine Musard, comme une maladie ? Et quelles répercussions cela entraîne pour la personne ? Alors l'obésité, c'est une maladie puisque ça entraîne des problèmes de santé pour l'individu. D'abord, il y a des problèmes de santé qui sont liés de toute façon à cet excès de masse grasse. Ça entraîne des pathologies cardio-métaboliques comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Il y a aussi évidemment des problèmes articulaires au niveau des articulations portantes. Et aussi, ça augmente le risque de multiples cancers. En plus du problème de la maladie physique, on a les problèmes d'ordre psychologique. Beaucoup de patients en excès de poids souffrent de dépression. Et il y a également un retentissement social. Il y a beaucoup de rejet de la société de ces personnes, de discrimination, parce que c'est une maladie visible. Ça, peut-être que Léa en reparlera. Absolument. Et c'est on peut parler d'épidémie pour les pays industrialisés ? Alors oui, on peut parler d'épidémie pour les pays industrialisés, mais aussi les pays en voie de développement. Ça touche les riches ou les démunis, puisque finalement, ce n'est pas un problème uniquement de budget comme on pourrait le croire. Moyens. Voilà, c'est un mode de vie, un comportement alimentaire qui entraîne l'excès de poids. Donc après, du coup, l'Organisation mondiale de santé, vraiment au niveau mondial, met en priorité comme ça la prévention et le traitement de cette pathologie qu'est l'excès de poids et l'obésité principalement. Et finalement, la seule question qui vaille, si je vous écoute, c'est que l'obésité, c'est une maladie, mais c'est aussi un phénomène de société. Exactement. On peut résumer ça comme ça. Alors parmi les causes de l'obésité, si on creuse un petit peu, figurent les troubles du comportement alimentaire. Vous venez d'en parler, avec en première ligne les fameux régimes qui font la une de tous les magazines. C'est un marronnier, comme on dit dans la presse, à l'approche de l'été, avec souvent, au bout du compte, un poids qui fait le yo-yo, et on aboutit souvent à des échecs cuisants, comme nous le montre le témoignage de cette patiente en consultation chez le docteur Grégoire Capdeville. On l'écoute. Bon, est-ce que vous pouvez me raconter un peu du coup toutes les prises en charge antérieures que vous avez pu avoir pour le poids ? Si on parle de suivi, voire de régime prescrit, on va dire. Le premier que j'ai pu faire, c'était à l'âge de 14 ans. Donc ça démarre très tôt dans ma vie. Oui. Donc premier régime à 14 ans. Qui, comme tous les régimes, fonctionne. Donc ça veut dire que vous avez perdu du poids en fait, avec ce régime-là. Moi globalement, dans mon histoire, à chaque fois que j'ai pu faire des régimes suivis, je perdais du poids. Ça fonctionne, on va dire ça. Donc la restriction fonctionne. Oui. Donc dans ces régimes-là, il y avait des interdits alimentaires. Complètement. Beaucoup, oui. Avec des aliments qui étaient... le sucre, la plupart du temps c'était ça, le gras. Et donc absence de réconfort possible. Tout à fait, complètement. D'accord.
Donc une frustration ça peut pas durer. intense, exactement. Ouais, complètement. Ça peut pas durer. Je pense que moi, en tout cas, j'ai rattrapé le temps perdu, quoi, en fait. Donc, je me suis bien réfugiée après dans des choses qui me manquaient, dont j'étais privée. Le contrôle, en fait, Complètement, absolument. C'est tout à fait ça. Je suis l'exemple type des personnes qui ont repris les kilos perdus, voire plus. Avec ce qu'on appelle un yo-yo pondéral ascendant. C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais, complètement. Donc ça veut dire que plus vous avez fait des régimes, plus vous avez pris du poids, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est très inefficace et puis en plus c'est une grande souffrance. Voilà pour cette consultation avec le docteur Grégoire et une patiente. Alors on le voit à travers ce témoignage, hein, les régimes ne sont pas sans risque pour la santé. Camille Furoy, vous êtes diététicienne, je le rappelle. Le cas de cette patiente, est-ce que c'est un cas isolé ou au fond vous en croisez tous les jours en consultation ? Alors, ce n'est pas du tout un cas isolé. Effectivement, on a beaucoup de patients qui rencontrent cette situation. D'ailleurs, plusieurs études concluent que dans 90% des cas, tout de même, un régime amaigrissant a une efficacité qui ne va pas au-delà de 3 ans. Donc, comme l'a mentionné cette patiente, il y a toujours un premier régime. Il est généralement motivé par l'envie de perdre une légère surcharge pondérale. Et ce premier régime va globalement bien se passer, c'est-à-dire que le patient va avoir des résultats assez efficaces, assez rapides, mais finalement ces résultats ne seront pas du tout durables. Il va s'en suivre une reprise de poids qui sera à l'origine d'un second régime. Alors le patient va s'engrainer un peu dans cette course à la perte de poids en allant dans des régimes de plus en plus restrictifs, de plus en plus frustrants, parfois seul, parfois accompagné de professionnels de santé, parfois avec des prises médicamenteuses, des compléments alimentaires ou alors une alimentation tout à fait déséquilibrée pour toujours plus obtenir de résultats. Mais on se retrouve dans cet effet yo-yo qui a été bien mentionné encore une fois dans ce reportage. Donc finalement, le patient ne peut pas échapper à l'échec. Et c'est une situation qui a des retentissements psychologiques, bien entendu. Et on a aussi un retentissement psychosocial même, puisque ces régimes étant très restrictifs, ils vous coupent finalement de votre vie. Vous refusez des invitations, vous refusez, etc. On évite, il y a une sorte de situation d'évitement un petit peu. Voilà, tout à fait. Donc c'est très embêtant, ça laisse des traces. Et un dernier point qui est important quand même de mentionner, c'est que finalement, avec cette prise de poids sur le long terme, on va augmenter le risque d'aggravation des maladies associées à l'obésité. Donc, comme en parlait Ludivine Musard, ça va être le diabète, le cholestérol, l'hypertension, etc., qui peuvent apparaître ou s'aggraver si elles étaient déjà existantes. Donc c'est un tableau assez catastrophique que vous nous décrivez là. On a l'impression que c'est un petit peu un cercle vicieux avec les régimes, une sorte d'escalade. Pourquoi le régime fait grossir au fond ? Et pourquoi est-ce qu'on constate une reprise de poids une fois le régime fini ? Au bout des 2-3 ans dont vous nous parlez. Justement. Oui, alors en premier lieu, il est important de concevoir que finalement c'est une zone du cerveau qui va réguler votre poids. C'est ce qu'on appelle le poids d'équilibre. Ce poids d'équilibre, il est tout à fait différent du poids idéal que l'on calcule à travers l'IMC. Comme le disait Ludivine, l'IMC finalement, il ne peut pas s'adapter à tout le monde. Il faut qu'il évolue. Mais donc, ce poids d'équilibre que justifie votre corps, votre cerveau, etc. On l'appelle aussi le set point. Et finalement, donc le cerveau va réguler la faim, l'activité, le métabolisme pour toujours se maintenir ou revenir à ce poids d'équilibre, ce poids dans lequel il se sent bien. Donc finalement, au travers des régimes, il va y avoir une perte de poids, mais ce n'est pas uniquement une perte de poids qui concerne la masse grasse, ça concerne aussi la masse musculaire. Sauf que le muscle, il consomme de l'énergie même au repos. Donc finalement, quand vous perdez de la masse musculaire, votre corps dépense moins d'énergie. Donc même si vous remangez comme avant, comme vous dépensez moins, il y a une reprise de poids. Mais comme on l'a mentionné, ces régimes, ils sont restrictifs, ils peuvent même créer des troubles du comportement alimentaire. Donc finalement, vous n'allez pas remanger comme avant, vous allez compenser quelque part ce qui vous a manqué. Vous risquez même de développer des compulsions et des TCA, comme on le disait. Donc vous risquez de remanger plus qu'avant en dépensant moins d'énergie. Donc finalement, c'est une reprise de poids inévitable et assurée. D'autant plus que cette reprise de poids, elle se fait au niveau de la masse grasse. Donc finalement, il va y avoir une multiplication des cellules adipeuses, donc les cellules de graisse.
et donc une prolifération et aussi une augmentation de la taille. Donc finalement, cette prise de poids peut s'avérer être irréversible. Et alors là, votre poids d'équilibre se trouve augmenté. Ouais. Donc finalement, un patient qui, il y a 10-20 ans, avait envie de perdre 5 kilos parce qu'il avait un mariage, parce qu'il voulait rentrer dans sa petite jupe, etc. C'est un patient qu'on peut retrouver 20 ans plus tard avec le besoin d'en perdre 30. Ouais, ouais. C'est l'escalade dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. On va se tourner maintenant vers notre psy, Léa Mendes, pour évoquer plus largement l'excès de poids dans notre société. Léa Mendes, si la reprise de poids est un phénomène connu, pourquoi les régimes sont-ils encore à la mode ? Alors effectivement, il faut savoir que plus de la moitié des femmes françaises ont déjà fait des régimes. Le régime est souvent finalement une réponse à une insatisfaction de l'image corporelle. Le régime, c'est souvent finalement un moyen qui semble plus abordable pour changer, pour modifier efficacement son apparence corporelle. Les personnes qui font un régime, comme disait Camille tout à l'heure, au début, en fait, ça fonctionne. On arrive à perdre du poids. Donc, on ressent des bénéfices à la fois psychologiques et physiques. Au départ, quand elles arrivent à perdre un petit peu de poids, elles se sentent plus aisées dans leurs mouvements. Elles sentent une amélioration aussi de l'estime de soi. Et puis autour d'elles, ça va être très valorisé. Il va y avoir des proches, la famille, les collègues qui vont la féliciter de cet amaigrissement. L'encourager. Et qui vont, tout à fait, qui vont l'encourager. Voilà. Complètement. Et on se dit, c'est gagné. En fait, les personnes qui vont effectuer des régimes, c'est pas forcément le long terme qui va être visé, ça va plutôt être l'immédiat. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, les personnes qui souffrent d'excès de poids et qu'on voit beaucoup en consultation nous parlent vraiment d'une souffrance quotidienne. Elles nous parlent de la souffrance de se chausser, la souffrance de s'habiller, la souffrance lorsqu'elles s'occupent de leurs enfants. Elles ont des douleurs physiques, elles se sentent mal dans leur peau. Moi, en consultation, en fait, je m'aperçois que vraiment, ces personnes se sentent souvent finalement prisonnières dans leur corps et ont le sentiment de passer à côté de leur vie. Donc le régime, ça vient en fait se poser comme étant un espoir à une souffrance de chaque seconde. Les médias ont un rôle à jouer. Justement, je parlais de la une des magazines à l'approche de l'été. On ne peut pas échapper à ces placards de magazines qui vantent les mérites. On a l'impression qu'on invente tous les ans de nouveaux régimes. Tout à fait. Alors, effectivement, la société a quand même une responsabilité, je pense, au niveau de ces régimes. Tous les médias, les affiches, vraiment, les célébrités viennent nous donner en fait une image assez standardisée de l'individu, de la femme en particulier, mais de l'homme aussi. Oui. Et du coup, c'est vrai. On n'y pas nous non plus. Complètement. Il faut être de plus en plus musclé aussi quand on est un homme. Et c'est vrai que je pense que cette image de l'individu qui est normatisée, ça vient en fait abîmer l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ça vient appuyer certaines fragilités que l'on peut déjà avoir à la base. Nous, c'est vrai qu'on considère que vraiment le régime, c'est un produit de consommation, c'est un leurre. C'est vendu vraiment par une société de normes, d'apparence. Et c'est vrai que chacun de nous, je pense, est influencé par cette image sociétale de l'individu et ça vient nourrir des fragilités. Finalement, ce qu'on peut se dire sur le régime, c'est qu'heureusement, ce n'est pas le seul moyen pour perdre du poids. C'est vrai que nous, dans notre structure, on essaie vraiment de s'intéresser à l'individu dans son intégralité. On va s'intéresser à son histoire de vie. Vous avez une approche pluridisciplinaire, quelque part. Complètement, pluridisciplinaire. Et vraiment, on va essayer de voir tous les pans de sa vie. On va prendre en compte son histoire alimentaire, son histoire pondérale, et on va tenter vraiment d'adapter et d'individualiser une prise en charge. Et je pense que c'est cela un petit peu la richesse de ce qu'on est en train de faire. Léa Mendes, toujours à propos de cette perception du corps dans notre société, pourquoi les gens, au fond, ont envie de perdre du poids alors qu'ils ne sont pas forcément en situation de surpoids ? On en revient un petit peu à ce diktat de la minceur, il est omniprésent ? Alors oui, il est omniprésent. Et le désir de chacun de perdre du poids, alors qu'on n'en souffre pas forcément, vient vraiment dénoter une mauvaise image de soi. Et la mauvaise image de soi, elle est liée à une estime de soi fragile.
beaucoup de personnes souffrent de troubles de l'image de soi. Et ces troubles de l'image de soi s'expliquent par 2 raisons différentes. Soit on a vraiment une image de soi très inexacte, soit il va y avoir un trop grand décalage entre l'image que l'on a de soi et le soi idéal, la personne à qui on aimerait ressembler. On a tous un idéal du soi. Et c'est vrai que cet idéal du soi, alors d'autres psychologues l'appellent le corps fantasmé, c'est vraiment influencé évidemment par le vécu de la personne, mais c'est largement aussi influencé par la société. C'est vrai que vraiment la société nous mitraille un petit peu du physique standardisé de l'individu. Les femmes se doivent d'être minces pour être belles. Et souvent, ça vient aussi dénoter un petit peu cette minceur, cette beauté. Ça vient symboliser la réussite professionnelle, la réussite sociale, l'épanouissement et le bonheur en soi. Et donc, c'est vrai que ça vient vraiment influencer chacun de nous. Et cette image vraiment qui est photoshopée, qui est biaisée, vraiment nourrissent les fragilités de chacun. Du coup, votre travail, votre approche thérapeutique, c'est vraiment de détricoter tout ça, toute cette construction de cette fausse image de soi. Complètement. C'est vrai que cette omniprésence des canons de beauté vraiment vient nous abîmer. Et on essaye, nous, dans le travail thérapeutique que l'on peut faire avec nos patients, d'analyser en fait la construction de l'image de soi. C'est-à-dire, on va s'intéresser aux regards qui ont été portés sur son physique, mais aussi sur sa psyché, lors de son enfance, lors de son adolescence, et voir en fait comment cette personne s'est saisie de ses regards, mais aussi de ses qualificatifs qui ont pu être portés sur lui. Et finalement, moi, ce que je me rends compte, en tout cas avec mes patients, c'est que l'aboutissement de ce travail thérapeutique permet de mettre un petit peu à distance la standardisation de l'individu. Et ça permet de se rapprocher plus intimement de son soi, en fait, de son vrai soi. Et ne pas fantasmer sur les abdos de Ryan Gosling, en ce qui me concerne. Fait. Arrêtons tout ça. Arrêtons le diktat. On va faire le point un petit peu sur vos messages. Ils arrivent, amis internautes, des messages sur ma tablette, puisque vous le savez, cette émission est interactive. Je vais essayer de mettre un petit peu dans tout ça. Alors, j'ai des messages qui arrivent et j'en ai un. Bon. Est-ce que la cryogénisation est bénéfique ? Est-ce que la cryogénisation est bénéfique ? Alors moi, je me souviens de vaguement Hibernatus, mais est-ce que ça vous parle autour de la table, la cryogénisation ? J'en ai déjà entendu parler. J'ai des patients qui ont déjà testé. En quoi ça consiste en 2 mots ? Alors, il me semble que du coup, on est mis dans une machine dont la température descend à des extrêmes. Ouais. Le principe température est du coup, polaire, donc. Voilà, d'infliger au corps finalement un choc thermique pour augmenter la dépense, pour que le corps lutte pour se réchauffer et donc dépense beaucoup d'énergie. Il me semble que le principe est celui-là. Dr Musard, vous en avez entendu parler de cette... Oui, j'en ai déjà entendu parler. Après, c'est vrai que vu que c'est très loin de nos approches, à des années-lumière, on devrait se tenir au courant de toutes Ouais. ces petites choses ou des derniers régimes. Mais oui, il n'y a pas une histoire aussi que le froid peut aussi un peu détruire certaines cellules grasses ou, Sans je doute. pense que c'est un ensemble de... Ça fait partie des nouveautés qu'on nous sort Voilà. dans les approches. Et comme vous le dites, c'est une nouveauté, donc on n'a pas de recul. Pas de recul. Donc nous, on va Et pas puis, c'est pas ce que vous priorisez, si j'ai cru comprendre dans votre thérapeutique. Ce qu'on peut en tout cas quand même dire, c'est que si la personne fait ses séances, comme il y a des séances aussi qui enlèvent la cellulite, je ne sais plus trop le nom, je vous avoue, si à côté la personne ne règle pas ses difficultés, on va dire, liées à son alimentation, c'est un peu comme de la chirurgie plastique, la liposuction, ça reviendrait un peu au même, ça va revenir si le mode de vie ne change pas. Bien sûr. C'est vrai que je voudrais revenir par le fait qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent et qui promouvoient un peu des recettes qui sont parfois, qui semblent miraculeuses. Et comme dit Ludivine, et je la rejoins tout à fait, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre équipe, nous on essaye vraiment de prendre en considération l'individu dans son ensemble, dans son histoire, dans son rapport alimentaire. Et je ne crois pas que c'est qu'avec un seul moyen qu'on va pouvoir en fait régler une problématique d'excès de poids qui finalement concerne... tous les pans de la personne. Camille Furoy. Ou pas durablement, en tout cas. Tout à fait. Ça. Très bien. Nous ne raccrochons pas à ça. Et enchaînons avec une nouvelle question. Peut-on avoir un IMC considéré comme excès de poids sans excès de graisse qui serait dangereux pour la santé ? Je ne sais pas si j'ai très bien compris cette question d'ailleurs, moi. Peut-on avoir un IMC considéré comme excès de poids sans excès de graisse qui serait dangereux pour la santé ? Ça y est, je comprends.
Vous comprenez, docteur Finalement, Bizard, c'est aidez-moi. un indice de masse corporelle supérieur à 25, qu'on soit en surpoids ou en obésité. Mais finalement, chez une personne qui, en termes de composition corporelle, n'aurait pas un excès de masse grasse. Parce qu'en fait, par exemple, ici à la clinique, on réalise des examens de composition corporelle qui nous permettent de savoir si les personnes sont en excès de graisse. Donc, en général, composition corporelle, la femme a 30% de graisse et l'homme a 20% de sa masse corporelle qui est faite de graisse. Donc évidemment, quand on a 50-55% de graisse, c'est un excès de gras. Et on peut pourtant avoir un IMC à 24,8. Et quelqu'un peut très bien avoir un IMC à 29-30. Je pense que certains films, là, avec le film de Rambo, ou ce genre de choses, si on calculait son IMC, il serait certainement dans la zone surpoids, alors que si on faisait la composition corporelle, je pense qu'il n'y a que du muscle, quoi. Donc en effet, il n'y a pas de risque pour la santé à partir du moment où il n'y a pas d'excès de graisse. On enchaîne avec une deuxième question. Si nous n'avons pas de problème de santé lié à un surpoids ou obésité, est-il tout de même recommandé de perdre du poids? Camille Ferroy ou Léa Mendes? Pas forcément. S'il n'y a pas de problème de santé, si la personne ne souffre pas psychologiquement de son excès de poids et qu'elle se sent bien comme ça, non, il n'y a aucune obligation de perdre du poids dans ces conditions-là. En tout cas, à court terme, peut-être qu'il y aura des effets sur le long terme. Peut-être que sur le long terme, si jamais il y a des méfaits au niveau de la santé, mais non, dans l'instant T... Je pense qu'il faudrait tenir compte du fait si ce poids, finalement, est stable depuis un moment. Et effectivement, si ce poids est stable, qu'il correspond à son poids d'équilibre, justement, dont on parlait, le set point, que cette personne mange globalement ce qu'elle veut, quand elle veut, avec une activité physique régulière, etc., et que son poids se trouve être celui-ci et stabilisé dans le temps, je ne pense pas que ça nécessite une perte de poids. Après, je rebondirais sur ce que disait Léa, c'est déjà quelle est la demande du patient. Est-ce que lui, il veut perdre du poids? Quelles en sont les raisons? Peut-être parfois un problème d'image de soi, c'est souvent ce qu'on rencontre. Médicalement pur, vraiment l'excès de poids qui pose un problème pour la santé, c'est l'obésité de stade 3, c'est quand on a l'indice de masse corporelle qui est supérieur à 40. Là, c'est vrai que c'est prouvé quand même qu'il y a plus de problèmes cardiovasculaires, il y a même un risque sur l'espérance de vie, donc à long terme, pas à court terme. Donc, ça peut être intéressant de faire quelque chose, mais là encore, de toute façon, si la personne, elle est demandeuse. Et on termine avec une dernière question dans les minutes qui nous restent. Je suis en train de suivre un rééquilibrage alimentaire suivi par un professionnel de santé et je ne me sens pas du tout frustré. Est-ce considéré comme un régime selon vous avec le risque d'échec derrière? Camille Ferroy, peut-être. Alors, je vais être un petit peu mesurée dans ma réponse. Cette personne peut actuellement ne pas se sentir frustrée parce que finalement elle est un peu galvanisée par les résultats dans l'euphorie, donc ça la tient et elle est bien. Il se peut qu'il y ait tout de même une frustration latente qui va finir par se manifester. Donc, mais par ailleurs, il se peut aussi, parce qu'on a parlé des 90% d'échecs, il y a tout de même 10% de réussite. Donc il se peut que ça corresponde tout à fait à cette personne. Il se peut que le résultat soit durable. Ça arrive quand même. On n'a pas dit que c'était l'échec promis dans 100% des cas. Avec finalement, au travers de ce rééquilibrage, peut-être simplement... reprendre conscience de 2-3 choses, retrouver quelques réflexes. C'est peut-être une personne qui avait une prise de poids justifiée par des événements de la vie, un changement du mode de vie, un changement de travail, une installation en couple, quoi que ce soit, où elle a un petit peu perdu ses repères. Ce rééquilibrage, peut-être qu'il va suffire à lui redonner et que ce sera durable. Ça arrive aussi, oui. En fait, tout dépend de la problématique alimentaire. Si c'est quelqu'un qui a juste, comme le disait Camille, fait un peu trop de fêtes, est parti, je sais pas, en stage aux États-Unis quelques mois et est revenu avec quelques kilos, finalement d'être boosté, d'être suivi avec quelqu'un sans trop d'interdits, juste en lui rappelant que faut manger diversifié, faire de l'activité, ça peut suffire. Et c'est vrai que tout le monde après va pas retomber dans le yo-yo dont on parle. Le souci, c'est que si c'est une personne qui essaie de suivre un régime alors qu'elle aurait des problèmes de comportement, de troubles du comportement alimentaire, les TCA dont parlait tout à l'heure Camille, ou vraiment de compulsion, ce genre de choses, là c'est vrai qu'elle va se restreindre, se contrôler, mais ça sera durable qu'un temps. À un moment, il suffit d'un événement en plus extérieur, psychologique, et puis ça va repartir de
de plus belle. Très bien, merci pour vos éclairages respectifs. Restez avec nous, Ludivine Musard. Je vous libère toutes les deux, puisque maintenant on va passer à la deuxième partie de l'émission. Si les régimes ne marchent pas, on en a beaucoup parlé, on les a bien dézingués tout à l'heure, que peut-on proposer aux patients en surpoids? Eh bien, on voit ça tout de suite avec nos invités de la deuxième partie de l'émission. Et c'est la deuxième partie de cette web émission consacrée à l'obésité. Nous sommes en direct depuis l'Institut mutualiste de l'obésité. On va faire focus maintenant sur la prise en charge non chirurgicale de l'excès de poids. Quels objectifs faut-il se fixer? On va répondre en plateau à ces questions avec toujours le docteur Ludivine Musard, médecin nutritionniste, et Réjeanne Nadal qui nous a rejoint. Merci d'être là, vous êtes diététicienne, et Barbara Daridon, vous êtes psychologue. Merci d'être présente avec nous. Ludivine Musard, ici même au sein de l'Institut mutualiste de l'obésité, que proposez-vous aux patients qui viennent pour perdre du poids, très concrètement? Alors, en termes de prise en charge non chirurgicale, on est vraiment sur un suivi pluridisciplinaire. Il faut quand même, ça c'est important de le souligner, ce que Léa Mendes tout à l'heure en a parlé un petit peu, on est vraiment tout le temps en train de remettre en question notre pratique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, nous aussi on a proposé des régimes, alors peut-être pas extrêmement restrictifs et loufoques, mais des rééquilibrages alimentaires plus ou moins stricts, encore il y a très peu de temps. Et finalement, devant le constat du peu de résultats et puis surtout de la souffrance du patient qui n'était pas prise en question, on a essayé de modifier un peu notre pratique et de proposer quelque chose vraiment qui prenait le patient dans sa globalité. Donc on trouve qu'on est dans une prise en charge ces derniers temps plutôt innovante. Enfin, en tout cas, on est toutes très dynamiques là-dedans. Cette prise en charge, elle est vraiment axée sur 3 axes. Donc, le premier axe, c'est d'abord de se réconcilier avec ses sensations alimentaires, de se reconnecter avec ses sensations alimentaires. Réjeanne pourra peut-être en reparler un peu tout à l'heure. Le deuxième axe, ça se fixe sur les émotions qu'il faut manger. Donc là, ça sera la partie peut-être de Barbara, si vous y revenez. Et le troisième axe, ça concerne le corps. C'est se réconcilier avec son corps, arriver à se réconcilier avec soi, se réapproprier, accepter son corps. Voilà. Ces 3 axes, leur but finalement global, c'est d'apprendre au patient à réguler son comportement alimentaire. Donc surtout, on ne parle pas de contrôle. C'est une régulation en s'écoutant, ce qui permet en fait d'avoir une meilleure estime de soi également. Et puis du coup de perdre du poids évidemment progressivement, mais surtout durablement pour arriver au poids d'équilibre dont Camille Furoy a discuté tout à l'heure. Et tout ce travail de régulation, attention, on ne dit pas contrôle, on dit régulation, se fait au sein de consultations individuelles, en groupe, un peu ou individuelles comme celle qu'on avait avec le docteur Grégoire Capdeville tout à l'heure? Eh bien, sur place, à la clinique mutualiste de Pessac, en consultation individuelle, en effet, avec le docteur Grégoire, moi-même, mais également au niveau des diététiciennes qui sont 3 et les psychologues également 3. On travaille en collaboration pour travailler chacune sur les différents petits axes, sur les 3 axes en fait, que je vous exposais tout à l'heure. Et un travail, une prise en charge qui se fait aussi par le biais d'ateliers? Oui, on propose également en parallèle des ateliers d'éducation thérapeutique en complément toujours de toute façon de ce suivi individuel. Alors le fameux mot ETP lâché, qu'est-ce qu'on entend effectivement par éducation thérapeutique, par programme d'éducation thérapeutique? Alors, l'éducation thérapeutique, c'est un mode de prise en charge. C'est recommandé, c'est reconnu par l'HAS, l'Haute Autorité de Santé. On ne fait pas n'importe quoi. On n'a pas inventé le mot non plus. Et en fait, c'est vraiment centré sur la prise en charge de la maladie chronique de l'individu. Et l'excès de poids est une maladie chronique. C'est considéré comme tel. Donc du coup, le but, c'est en fait d'arriver à autonomiser le patient, de créer vraiment une sorte de collaboration entre le soignant et le patient. C'est pas directif. C'est pas directif, voilà, c'est vraiment le but. C'est lui qui va finalement trouver ses propres objectifs. Ça va le valoriser également, le rendre acteur dans sa prise en charge. Et en fait, c'est prouvé que l'éducation thérapeutique marche beaucoup mieux que, comme vous disiez, des objectifs fixés par le
soignant qui sont du coup des sortes d'obligations qui ne sont pas toujours faciles à suivre. Hein. Donc le soignant l'aide à cheminer pour trouver lui-même et se fixer lui-même ses objectifs. Voilà, en fait, on guide. On guide le patient. Ces ateliers de TP, ils sont mis en place depuis longtemps au sein de l'IMO? Alors non, c'est tout récent. On a rédigé ces ateliers pendant longtemps. On a fait vraiment un gros travail d'équipe. Ils ont été mis en place depuis mars 2017. Donc, ce sont des ateliers de groupe qui sont complètement gratuits et évidemment optionnels. Hein. Ce n'est pas une obligation pour les patients. Puis d'ailleurs, pour l'instant, le nombre de places est limité parce qu'on n'a pas fait énormément de groupes. Ça dure 2 heures. C'est encadré par les professionnels de santé de notre équipe et puis également d'autres de l'extérieur dont on parlera tout à l'heure. On travaille vraiment en réseau. Et puis, le but, c'est évidemment que ces ateliers reprennent en fait les notions des 3 axes et puis arrivent à les faire plus assimilées par les patients, les rendre plus concrets. Puis en plus, l'effet de groupe est vraiment intéressant et complémentaire à la prise en charge individuelle. Et c'est donc 2 heures tous les 15 jours et c'est gratuit? Et c'est gratuit, voilà. Très bien, alors courons-y. On vient de le constater, on vient de le voir. On va parler un petit peu de l'axe peut-être diététique maintenant avec vous, Madame Nadal. On l'a constaté, le TP comporte plusieurs axes, hein, vous venez de le dire, diététique, psy, activité physique. Et sur l'axe diététique avec vous, sur l'alimentation, si vous ne donnez pas aux patients des régimes stricts, quels conseils leur donnez-vous alors du coup ? Alors, en fait, lors de cette prise en charge, effectivement, on travaille en équipe. Et là, je rejoins le docteur Musard. Elle a parlé de guide tout à l'heure, les rendre acteurs. Donc, le but premier, c'est vraiment qu'ils arrivent à se réconcilier avec l'alimentation. Donc, pour ça, en fait, on essaye qu'ils reprennent contact avec leur corps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des signaux physiologiques et physiques que nous envoie notre corps pour qu'on arrive à réguler notre poids naturellement et qui sont essentiellement donc, les 2 grands signaux, la faim et le rassasiement. Donc déjà, on essaye d'aider les patients à percevoir cette faim physiologique avec de multiples signes du corps. Et ensuite, de manger en fonction de cette faim pour qu'ils arrivent vraiment à répondre aux besoins réels de leur corps. Il faut savoir que beaucoup d'entre nous, un bon nombre d'entre nous et de nos patients, on ne mange pas forcément parce qu'on a faim. On mange par habitude parce que c'est l'heure. Et puis, on a des patients qui viennent à nous, qui ont essayé, on l'a dit tout à l'heure, de multiples régimes, donc qui ont été dans des cadres et qui sont un peu parasités par toutes ces idées reçues qu'ils ont eues avant, c'est-à-dire ne pas sauter de repas, le repas le plus important c'est le petit déjeuner, même si on n'a pas faim, passer à table. Donc ils arrivent et ils ont toutes ces idées-là. C'est dogme quelque part. Voilà, c'est ça. Et nous, comme dit le docteur Musard, on a une approche un peu innovante parce que en fait, on ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que si on répond à la demande exacte des besoins de notre corps, on arrive à réguler son poids. Et si on a un comportement déviant avant, on arrive à perdre du poids. Donc, quand ils ont repris contact avec leur corps et qu'ils arrivent à percevoir ces signaux de faim et de rassasiement, on travaille aussi beaucoup sur le plaisir de manger, parce qu'il y en a beaucoup, manger c'est grossir, ils sont fâchés. Donc s'investir complètement et investir le repas, c'est-à-dire lorsqu'on mange, être vraiment dans son repas, prendre le temps de savourer, de déguster, prendre le temps, c'est très important. Voilà. Prendre le temps. Je pense qu'on est beaucoup à manger très très vite et se rend compte en fin de repas que ça tiraille, qu'on a mangé trop vite, donc on a mangé trop. On s'est rempli quoi. Voilà, tout à fait. Et on prend même pas le temps de se dire c'est bon, je déguste, je prends du plaisir à manger, cuisiner des produits de saison. Parce qu'il y a aussi des questions de budget. On nous dit oui, mais mangez bien. Moi, j'ai pas beaucoup de budget. Donc, aller sur des produits de saison, faire des repas colorés, y mettre du cœur et de l'amour en fait dans ces repas. En évitant les plats cuisinés, tout fait, tout préparé. Alors, dans la mesure parfois, du possible. voilà, si possible, être investi en fait, acteur de son repas, de son alimentation et donc de sa perte de poids. Et s'il y a plaisir à manger. Et s'ils prennent le temps, ils arriveront à percevoir le rassasiement, ils seront satisfaits. Donc notre but, c'est de les guider, apprendre à bien percevoir leur faim, le signal de faim, et du coup de satisfaire cette faim. Signal de faim, FIM, bien sûr. Oui, tout à fait. Concernant
Un dernier mot? Oui. Non, je vous écoute. En fait, toujours pour poursuivre sur le thème de l'alimentation, je voulais entendre Barbara Derridon sur les gens qui mangent en fonction, on l'a dit tout à l'heure en introduction de cette partie, les gens mangent souvent en fonction de leurs émotions, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on entend par envie de manger en fonction de ses émotions? Alors en fait, les personnes vont ressentir une faim, une envie de manger. Alors pas pour des raisons physiologiques telles que les décrivait Réjeanne, mais vraiment pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire elles pressentent qu'elles vont avoir un apaisement en fait en mangeant. Et bon, alors manger par émotion, c'est normal. On régule la nourriture, l'alimentation est un régulateur émotionnel. C'est une question de quantité, en fait. On peut faire la différence, par exemple, entre quelqu'un qui rentrerait, qui aurait passé une journée un peu difficile, qui mangerait un carré de chocolat, et quelqu'un qui va manger une tablette, qui ne sera pas satisfait, qui en mangera une deuxième, etc. Donc il y a une question d'intensité. Il y a aussi la notion d'addiction ou pas, c'est-à-dire qu'on peut manger un carré et s'en satisfaire et c'est assez, ou alors manger une tablette et ne jamais être satisfait au fond. C'est une sorte de fuite en avant, voilà, on fuit un problème, on fuit une situation. C'est une fuite de soi, c'est une fuite de ce qui nous arrive en fait. Et il y a aussi quelque chose qui est problématique, c'est quand la nourriture finalement est la seule réponse à des émotions fortes. Le seul réconfort. Le seul réconfort. Des émotions qui ne sont pas forcément négatives d'ailleurs, mais qui sont vécues comme intenses. Voilà. Alors après, il y a aussi ce qu'on appelle les kilos émotionnels, c'est-à-dire manger pour avoir une carapace au fond et pour créer un rempart entre soi et l'autre, une distance, pour pas vivre l'autre comme intrusif. Et ça, c'est quand même assez fréquent chez nos patients qui peuvent avoir vécu des abus sexuels dans l'enfance ou des viols ou des traumatismes, en tout cas assez forts, pour avoir peur et mettre l'autre à distance. Voilà, donc il y a vraiment, c'est quand même vraiment fuir, ne pas penser à ce qui nous arrive. Les patients mangent aussi par ennui, tout simplement, sans parler de trauma d'enfance. Tout à fait. Il peut y avoir un grignotage, un vide, un ennui, ce vide qu'on peut tous ressentir à des moments donnés, qui là est insupportable, qu'il faut fuir à tout prix. Ce vide qu'on ne peut pas au fond supporter. Alors attention Barbara Derridon, oui, vous voulez dire un petit mot? Non, je rebondis sur ce que dit Barbara. C'est vrai qu'on entend beaucoup en consultation, je m'ennuie, je m'occupe la bouche. Voilà. Et c'est vrai que au travers de notre équipe, quand ils abordent ce genre de choses en consultation, on essaye justement de communiquer, nous, entre nous, pour le bien du patient et de travailler sur ce point-là précis. Le grignotage occupationnel, c'est très très fréquent. Oui. Bien sûr. Alors justement, oui. Oui, j'avais juste un petit lien à faire du coup entre ces deux parties, c'est que finalement on essaie de faire prendre conscience aussi aux patients de ce que c'est la faim qui du coup enclenche un besoin de manger et donc une envie de manger, c'est j'ai faim, j'ai envie de manger, et puis l'envie de manger qui n'est pas du tout liée à des signes, il n'y a pas de gargouillis dans l'estomac ni rien, mais j'ai envie de manger et finalement quand on pousse un petit peu c'est pour combler quelque chose. On essaie de leur faire bien distinguer les deux choses. Alors justement, comment faire pour se débarrasser de tout ça? Alors déjà, c'est pas s'en débarrasser, parce que les émotions font partie intégrante de nous, en fait. Les accepter. Voilà. Alors déjà, c'est s'écouter, c'est faire avec soi, c'est prendre le temps de voir ce qui se passe en nous, c'est les identifier au fond, ces émotions. Par exemple, ça va être, mettons, la colère. Un conflit avec un collègue de travail, la personne va se sentir en colère. Alors, il faut déjà qu'elle repère au fond qu'elle est en colère et pourquoi elle est en colère. Et à partir de là, elle va pouvoir en parler, mettre des mots, etc. Si elle ne repère pas ça, elle va fuir et du coup, ça sera complètement stérile en fait. Enfin, il ne se passera rien après. Voilà, c'est ça. Donc déjà les identifier et après c'est aussi les accepter, faire avec. Souvent elles viennent nous dire quelque chose de nous, de nos besoins, de nos désirs. L'ennui par exemple ou la tristesse, ça vient peut-être nous dire qu'on est à côté de nous, de notre vie. Enfin voilà, il y a des tas de raisons.
Mais donc, il faut prendre ce temps, en fait, d'identifier tout ça, d'accepter, de supporter. Il y a beaucoup là aussi de nos patients qui ne supportent pas, qui ont une sorte d'hypersensibilité et qui supportent très mal ces émotions, en fait, et qui se coupent d'eux-mêmes. Et donc, il y a tout ce travail à faire d'arriver à percevoir, à ressentir. Et là, l'appui, l'aide d'un thérapeute est bienvenu. Voilà, tout à fait, tout à fait. Le thérapeute va être un miroir dans ce cas-là, va servir à révéler au fond les émotions cachées. Alors après, il y a une technique aussi qui peut être très intéressante pour ce cas précis. C'est la méditation de pleine conscience qui va permettre d'accepter au fond l'émotion telle qu'elle est, sans vouloir la transformer ou l'édulcorer ou voilà. Donc ça, c'est vraiment un retour sur soi. Dr Musard. Finalement, la pleine conscience, ça permet d'améliorer la tolérance aux émotions parce que, comme le disait Barbara, chacun est tolérant différemment. Une petite émotion pour vous de vous disputer avec quelqu'un au boulot, il y en a d'autres, ça va être une montagne qui est insurmontable. Et du coup, c'est ce qu'elle disait, pour se protéger, il va un peu se déconnecter de son corps et des fois même essayer d'utiliser l'aliment pour se calmer, pour se réconforter. Voilà, il y a aussi tout un travail avec les limites. C'est souvent des personnes qui ont des difficultés à dire non, par exemple, à poser des choses, à savoir ce qui est bon pour elles et pas bon. Avoir un cadre. Avoir un cadre et des limites. Bien sûr. Et le thérapeute va servir justement à cette aide à pouvoir poser des limites, en fait. Alors on continue un petit peu à dérouler ces axes dans cette prise en charge via l'éducation thérapeutique. On a parlé, vous l'avez entendu, de l'axe diététique, de l'axe psycho. On va maintenant parler de la pratique d'une activité physique. Et elle joue un rôle, et pas des moindres, dans la perte de poids. On va voir en quoi cela consiste exactement. Très souvent, la sédentarité, elle est en cause en matière d'excès de poids, comme nous le décrit justement David Communal. David Communal est professeur en activité physique adaptée. Il est président d'ailleurs de l'association Prof APA. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle David Communal, je suis directeur de l'association Prof APA, enseignant en activité physique adaptée et éducateur thérapeutique du patient. Je vais vous parler, moi, plus particulièrement de ma spécialité qui est l'activité physique dans un objectif de santé. Et par rapport à ça, les recommandations traditionnelles internationales et nationales recommandent aux adultes de pratiquer régulièrement 5 fois par semaine 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à intense, et pour les enfants c'est 1 heure d'activité physique tous les jours, et de limiter au maximum les comportements sédentaires. Le but de la prise en charge en activité physique va donc être centré plus, dans un premier temps, sur une approche plus psychosociale, psychologique, pour que la personne découvre justement le plaisir de pratiquer régulièrement et l'impact que ça peut avoir, qu'elle sente d'elle-même justement l'impact sur sa condition physique et sur ce ressenti-là. Social, pour justement découvrir justement peut-être de nouveaux groupes, comme par le biais d'associations de patients ou d'anciens patients. Je peux citer l'association sur la région, l'association ACEPTA, l'association Baria 33 qui œuvre dans ce sens et qui propose des activités régulières à leurs adhérents. Et avec une pratique régulière d'activité physique tout en limitant les comportements sédentaires, on va avoir un impact au niveau physiologique, physique, qui va se faire de fait de la régularité de la pratique. Alors, continuons à parler d'activité physique. Si j'ai bien compris, ça sert à se reconnecter avec son corps. Si je résume un petit peu ce que vient de nous dire. Oui, donc en fait, l'activité physique ne fait pas perdre de poids. Malgré tout ce que les gens peuvent, encore une fois, des messages véhiculés qui sont pas tout le temps... Les idées reçues, faire du sport et on va perdre du poids direct. Voilà. L'activité physique ne fait pas perdre du poids. Par contre, elle est quand même primordiale dans la prise en charge, là encore pluridisciplinaire, parce qu'à la fois, il y a un bien-être psychologique lié à l'activité physique régulière, comme il parlait des recommandations. Également, quelque part, même si avec notre prise en charge, en tout cas, il y a une perte de poids progressive, ça permet quand même de maintenir la masse musculaire. Et c'est la masse grasse qu'on veut perdre. Et puis en dernier lieu,
en dernier lieu... On se reconnecte à ses sensations corporelles. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On se reconnecte à ses sensations corporelles et donc du coup finalement ses sensations alimentaires parce que l'estomac il fait partie du corps. Donc les gens qui sont un peu déconnectés de toutes leurs sensations, comme Barbara en parlait, et parfois ça les aide à ressentir la faim, la satiété. Ces choses-là parfois ne sont pas du tout perçues parce qu'entre la tête et le corps il y a vraiment un mur. On le voit dans nos consultations, surtout les premières consultations, quand on voit comme ça un patient, on a vraiment cette sensation quand on l'entend parler qu'il y a la tête et le corps. La tête et les jambes. Et quand on leur dit complètement. Et quand on leur dit reconnectez-vous avec vous-même, vraiment se sentir dans leur intégralité, percevoir leur estomac, leur faim, Et d'ailleurs, on s'en rend compte quand on fait, lors des hôpitaux de jour qu'on fait, on mange ensemble. Et quand on mange ensemble, il y a toujours une diététicienne avec le groupe de patients. Et on travaille beaucoup sur l'apaisement, investir le repas, manger lentement. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils calent, comme ils disent, ça y est, je peux plus, à un tiers, la moitié de ce qu'ils auraient mangé habituellement. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai déclic parce que là, c'est tout à fait concret, voilà. Bien sûr, la c'est pratique. concret, en direct, on s'en rend compte. Barbara Daridon. Oui, c'est ça, il y a vraiment une coupure entre la tête et le corps. Et donc, il y a tout ce travail de réhabilitation, en fait, mais aussi de prise de conscience du pourquoi ils se sont à ce point-là coupés d'eux-mêmes. Et pourquoi le ressenti n'a pas du tout été écouté. Ce travail de reconnexion est long, en général. Ça se travaille, en fait. Ça vient pas comme ça tout seul. Il y a besoin d'une aide. Il faut qu'il y ait une demande déjà. Il faut qu'il y ait une envie. C'est vrai que c'est difficile, parce que surtout quand, et j'ai envie de dire, quel que soit le poids ou l'excès de poids, la souffrance psychologique vis-à-vis de son image peut vraiment être différente et même quelqu'un avec quelques kilos en trop, entre guillemets, peut avoir une souffrance énorme, comme si elle avait 50 kilos à perdre. Et ça, c'est pas évident de leur faire accepter leur corps. J'ai pas dit accepter le poids. Il y a une justification souvent de perte de poids, mais d'arriver à se reconnecter avec leur corps qu'ils rejettent et qu'ils ne supportent pas, elles peuvent plus se regarder, c'est très compliqué quand même. Oui, voilà, par rapport à la souffrance, il y a aussi cette notion de culpabilité, de reproche, de culpabilité de ne pas avoir réussi au fond à perdre des kilos, ou alors avoir repris des kilos après un régime. Et de ce fait, c'est des personnes qui se font tellement de reproches que ça vient alimenter sans arrêt une mésestime d'eux-mêmes. Et le cercle vicieux recommence. Voilà, tout à fait. Donc ça part vraiment de la base avec une construction d'estime de soi suffisamment stable et positive qui va se faire au fil du temps et qui va permettre de moins de reproches, etc. Alors, parmi les autres méthodes pour se reconnecter avec son corps, il y a la psychomotricité. Je propose d'écouter sur ce thème Amandine Giraud, qui est psychomotricienne et qui nous parle de l'importance de l'image corporelle. Regardez. Je m'appelle Amandine Giraud et je suis psychomotricienne depuis 2014. J'ai récemment ouvert mon cabinet libéral sur Pessac, dans lequel j'accueille des personnes de tout âge ayant des difficultés à vivre avec leur corps. Récemment, j'ai donc fait partie de ce programme d'ETP dans lequel nous avons pu construire et proposer un atelier psychomoteur. Les personnes en excès de poids que nous rencontrons sont régulièrement en conflit avec leur corps. Ce corps mal aimé peut être totalement désinvesti et rejeté, ce qui se traduit par des patients qui sont complètement coupés de leurs sensations et de leurs éprouvés corporels. La psychomotricité s'intéresse à l'être humain dans sa dimension physique, psychique, émotionnelle, affective. Elle est au croisement de ces différentes fonctions et va apporter une vision globale et unifiée de la personne. L'enjeu en psychomotricité va être de recréer du lien entre le corps et l'esprit. En effet, des patients plus à l'écoute d'eux-mêmes et de leur corps vont avoir des facilités à retrouver des sensations réelles de faim et de satiété. De plus, nous accompagnons les personnes à retrouver confiance en elles et à mieux gérer leurs émotions. Or, à présent, on sait combien les émotions et le stress peuvent avoir une influence sur la prise ou la perte de poids. Lors de mes séances de psychomotricité, j'utilise le corps comme médiation principale. Je vais avoir différents outils à ma disposition, comme des exercices de respiration, différentes méthodes de relaxation, des automassages avec des outils sensoriels comme les balles à picot par exemple, qui vont venir stimuler et ressentir le corps. J'utilise également le miroir, la musique, la danse, le théâtre,
Différents exercices qui vont venir mettre en jeu le corps et qui vont permettre de retrouver du plaisir dans son utilisation. En conclusion, l'apport de la psychomotricité est très riche et très intéressant pour l'accompagnement des personnes obèses, tout en soulignant l'intérêt d'un travail en collaboration avec les autres professionnels de santé qui accompagnent le patient. Voilà, pour en sait un petit peu plus sur la psychomotricité, Barbara Derridon, ça vous fait réagir? Oui, c'est justement ce travail de corps et d'esprit. Certains patients sont tellement en déficit au fond de mentalisation que le début du travail ne peut passer que par le corps. C'est déjà à travers des ressentis corporels qu'il va commencer à y avoir des mots sur ce ressenti et qui, après, ces mêmes mots vont par association faire démarrer une chaîne plus mentale, en fait. Donc, c'est important. Et on voit que le travail sur le corps joue sur l'esprit, mais qu'aussi l'esprit joue sur le corps. Il y a vraiment... Ça va dans les deux sens. C'est ça. Évidemment. Tout à fait. On va clore avant de prendre quelques questions internautes. Je vous invite à interagir avec nous via le site de l'émission. On va clore cette partie avec vous, Dr Musard. Si on suit le programme, tout le programme que vous nous proposez, est-ce que vous garantissez aux patients des objectifs de perte de poids ou est-ce qu'il faut soi-même, en tant que patient, se fixer des objectifs de poids? Et est-ce que l'indice IMC dont vous nous avez parlé a des limites quelque part, a ses limites? Alors, c'est toujours difficile de garantir une perte de poids. Par contre, si je dois venir sur la deuxième partie de votre question, c'était sur doit-on se fixer des objectifs, oui. C'est ça. Alors, idéalement, je pense qu'il est difficile de demander à un patient de ne pas s'en fixer parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qu'on leur demande ou pas. En tout cas, dans leur tête, ils ont un objectif de poids, mais que j'appellerais un objectif de poids idéal. Parce que du coup, vous avez commencé à bien comprendre qu'on est programmé pour avoir un poids d'équilibre, son set point. Donc, s'il est différent de notre poids idéal, c'est là que ça va commencer à être compliqué. Ouais. Donc, idéalement, il ne faudrait pas s'en fixer, ou plutôt se fixer du coup comme objectif d'être bien dans son corps. Que son corps soit bien à ce poids-là, que ce soit un poids qui soit stable dans le temps, et tout ça avec un comportement alimentaire régulé et non pas contrôlé. Donc, c'est-à-dire d'être serein, de ne pas être dans la restriction, dans la frustration. Et là, ce sera le poids d'équilibre, en fait. Alors ça, c'est pour ce qui est du cas d'une obésité beaucoup plus importante, là, il faut commencer à songer à une intervention chirurgicale, pour le coup. Alors, ça peut se discuter si le patient est demandeur. C'est vrai que même s'il a régulé son comportement alimentaire, comme Camille Furoy en avait parlé dans la première partie, c'est que les régimes yo-yo, la reprise de plus de masse grasse que de masse musculaire, fait que le poids d'équilibre peut, au fur et à mesure des années, changer. Et donc, si on a un poids d'équilibre très élevé et qu'on reste en danger avec des problèmes de santé déjà existants, c'est vrai que dans ces cas-là, l'indication d'une chirurgie, elle peut être vraiment utile pour certains patients. On poursuit, on nourrit notre discussion en l'alimentant à l'aide de vos questions. Internautes, je prends la tablette à l'instant et j'ai une première question. Si je souhaite participer à ces fameux ateliers ETP qu'on a décrits, comment puis-je procéder? Alors, comme j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, c'est que cette année, forcément, vu qu'on débute, on a des petits groupes. On en a finalement 6 sur l'année, dont 3 qui sont en train de se finir. Il y en a 3 qui vont redémarrer en septembre, qu'on va commencer le recrutement là début juin. Ce sont quand même des patients qui sont demandeurs d'une prise en charge au sein de notre institut. Et donc, on rencontre d'abord en consultation. On évalue ensemble les axes à travailler. On peut proposer évidemment le programme d'éducation. Et si le patient est d'accord pour y participer, pour y adhérer et à faire évidemment l'ensemble du programme, on peut l'inscrire évidemment sans problème. Très bien. Vous risquez d'être victime de votre succès peut-être dans un premier temps. Deuxième question, on revient sur la question du grignotage. Je grignote toute la journée car je m'ennuie. N'est-ce pas juste un manque de volonté de ma part et que faire pour y remédier? Qui répond? Barbara Derridon peut-être. Alors, il faut déjà être sûr quand même qu'il n'y ait pas une dépression à la base. C'est-à-dire vraiment un vide tellement important qu'au fond, qu'il n'y a que le grignotage qui donne l'illusion d'être vivant. Donc, une fois qu'on a écarté ce diagnostic-là, on peut proposer plusieurs axes. Déjà, l'axe corporel. Après, l'axe comportemental, donner des conseils, des aides pour trouver d'autres activités. Et puis, quand même, l'axe analytique. Pourquoi la personne s'ennuie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que sa vie est si peu riche, finalement, que seule la nourriture viendrait
la nourrir, si on peut dire. Voilà, donc un travail sur plusieurs niveaux. Docteur Musard ? Je rajouterais aussi que parfois, parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire d'un cas une généralité, mais le fait de s'ennuyer pour les personnes les font ruminer et donc finalement créer des émotions parfois désagréables. Et donc finalement, l'axe aussi de travailler sur la tolérance émotionnelle, ça peut parfois être utile chez les gens qui mangent par ennui. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un manque de volonté en général. Hein. Oui, non, il y a un mal-être quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ça va bien au-delà qu'un problème de volonté, parce qu'ils sont volontaires. Mais bon, c'est pas possible. Il y a des choses, enfin, il y a de l'agie, il y a des choses qui ne sont pas pensées, qui font que grignoter devient le seul moyen, en fait. Hein. Alors, autre question d'une patiente qui nous dit « Je suis en parcours préopératoire et je n'avais pas entendu parler de ces ateliers thérapeutiques. Pourrait-on avoir des informations pratiques ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour en bénéficier, par exemple ?» En fait, ça dépend. C'est juste que, comme je disais, ce sont 8 ateliers tous les 15 jours sur 3 mois, que les prochains démarrent en septembre. Si c'est une patiente qui est prise en charge, par exemple, au sein de notre équipe, et je dis une bêtise, qui a une date opératoire qui est déjà fixée, ça va être un petit peu limite. Avant l'intervention, par contre, ça peut très bien être proposé, même chez des personnes qui ont déjà été opérées, mais qui ont encore un travail à faire sur les 3 axes. Dans le suivi, sur les bien 3 sûr. axes. Ouais. Quand on se prépare à une chirurgie de l'obésité, conseillez-vous de suivre ce type de programme ? Madame en fait, Nadal. sur nos ateliers, donc le docteur Musard parlait de 8 ateliers et il y a un 9e, plus ou moins optionnel, enfin il y en a un 9e sur la chirurgie. Et c'est vrai qu'il arrive en dernier pour les gens qui sont vraiment demandeurs et qui vont vers une chirurgie. Je pense que c'est fondamental. Enfin, je pense que sur nos patients, il y en a à qui ça apporte énormément. Il y en a d'autres qui ont fait un long travail en amont et qui ont résolu quand même beaucoup de problématiques dans leur rapport à la nourriture, à qui ça ne correspondra pas, ces ateliers, et qui ont juste besoin d'une aide chirurgicale pour moins manger. Donc, qui ont vraiment beaucoup cheminé. Et c'est vrai qu'il y en a à qui ça apporte énormément de faire un vrai travail sur eux avant d'aboutir à la chirurgie. Docteur Musard. Après, juste, il ne faut pas oublier quand même que ces ateliers d'éducation thérapeutique ne sont qu'un complément aux consultations individuelles où les mêmes choses sont travaillées. Donc, quelque part, ça peut quand même être proposé à tout le monde. Par contre, donc du coup, oui, même les patients qui sont en vue d'une chirurgie, vu que de toute façon, ils vont revenir tout à l'heure sur le sujet, il y a des délais qui sont réglementaires et assez longs. Durant la préparation, le but, c'est de réguler son comportement alimentaire. Donc, si les ateliers, en plus, peuvent les aider, pourquoi pas, s'il y a de la place. Et puis pour boucler la boucle, vous voyez que cet échange est en direct. Notre patiente ou patient de tout à l'heure nous dit oui, je suis suivi dans votre structure en tout début de parcours et je n'ai pas de date d'opération. Donc c'est encore bon pour suivre les ateliers ? Tout à fait. Il faut que cette personne, elle en parle à un des professionnels de l'équipe par qui elle est suivie. Et puis, on pourrait très bien l'inscrire sur les ateliers qui vont débuter en septembre, puisque là, les autres se finissent encore une fois. Donc, très bien, c'est noté, elle nous entend, elle nous écoute. Merci infiniment d'avoir interagi avec nous, avec les internautes, pour cette deuxième partie de l'émission. Et on va continuer, évidemment, à prendre vos messages, évidemment, dans la troisième partie de l'émission, en fin de séquence. Séquence qui va être consacrée, troisième partie, à la chirurgie de l'obésité, chirurgie à laquelle peuvent avoir recours justement des patients qui ont plus de 50 kilos à perdre. On en parle tout de suite avec nos prochains invités. Troisième et dernière partie dans cette web émission directe consacrée à l'obésité. Troisième partie centrée sur la prise en charge chirurgicale du patient, de sa préparation à l'opération jusqu'au suivi post-opératoire. On échange tout de suite sur le sujet avec mes invités suivants. Docteur Guillaume Canard, bonjour. Bonjour. Chirurgien, à vos côtés Pascal Meignier, anesthésiste, merci d'être là. Et puis Réjeanne Nadal, toujours diététicienne, ça n'a pas changé. Et puis Monique Audy. Bonjour. Bonjour Monique, vous êtes cadre comptable de profession et puis patiente opérée récemment ? Depuis 1 an exactement aujourd'hui. C'est la date anniversaire. Alors bon anniversaire.
Tout a l'air de bien se passer. On va échanger avec vous dans quelques instants. Vous rebondirez aux propos de nos intervenants. Mais juste avant, pour planter un petit peu le décor, je propose le témoignage de 2 chirurgiens. Le docteur David, qui va d'abord nous préciser un petit peu qui peut bénéficier de ce type de chirurgie. Et suivra le docteur Luc, qui nous expliquera, lui, les étapes du parcours patient. On les écoute et on débriefe juste après. Docteur David Anaël, je suis chirurgien digestif et viscéral et je fais notamment de la chirurgie de l'obésité. L'obésité est une maladie chronique qui peut altérer la qualité de vie des patients, mais qui peut également menacer leur santé en provoquant des pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète, le syndrome d'apnée du sommeil et toutes les autres pathologies cardiovasculaires et respiratoires possibles. Donc la chirurgie de l'obésité ne permet pas à elle seule de perdre du poids. Il faut que les patients modifient leur habitude alimentaire et augmentent leur activité physique. Et de plus, la chirurgie de l'obésité, c'est une chirurgie qui peut être lourde et qui peut entraîner des complications menaçant le pronostic vital. C'est pourquoi ces indications répondent à des critères bien précis, à savoir des patients qui ont un indice de masse corporelle, c'est-à-dire un poids sur taille supérieur ou égal à 40, ou bien des patients qui ont un IMC entre 35 et 40 associés à une maladie comme l'hypertension artérielle, le diabète ou le syndrome d'apnée du sommeil et autres pathologies respiratoires et cardiovasculaires ou ostéo-articulaires. De plus, cette chirurgie n'est réalisée qu'en 2e intention, c'est-à-dire c'est des patients qui ont déjà tenté de perdre du poids, suivis par une équipe spécialisée pendant au minimum 6 mois et pour lesquels la perte de poids n'a pas été suffisante. Je suis le docteur Luc, je suis chirurgien digestif et bariatrique à la clinique mutualiste à Pessac. Aujourd'hui, je vais vous exposer très brièvement le parcours de soins nécessaire aux patients porteurs d'une obésité morbide et qui seraient à même d'être pris en charge sur le plan médico-chirurgical. Donc ces patients, on les rencontre pour la plupart la première fois, on leur explique que la prise en charge médicale est minimum de 6 mois, avec une observance qui doit être excellente et qui doivent au préalable réaliser plusieurs explorations en vue de la recherche de maladies qui pourraient être associées ou favorisées par leur obésité. Enfin, ces patients, pour la plupart, voire tous au sein de notre institut, sont hospitalisés et bénéficient de ce qu'on appelle des hospitalisations de jour, où les différents intervenants sont regroupés en une journée et où les patients, en étant au sein de l'institut pendant une journée, peuvent rencontrer les différents intervenants. Avant d'envisager une solution chirurgicale qui peut être représentée par la sleeve ou le bypass, ces patients doivent être discuter au sein de tous les intervenants de l'Institut, chirurgiens, nutritionnistes, diététiciens et psychologues et anesthésistes, pour synthétiser l'ensemble de leur dossier, refaire le point sur leur comorbidité. Il faut que tout le monde donne un avis positif pour réaliser une intervention. Voilà pour ce tour d'horizon complet du parcours en moins de 4 minutes. Chrono, Dr Canard, quelles sont les différentes techniques chirurgicales qui sont proposées aux patients au sein de la clinique ? Alors, il y a 2 techniques couramment utilisées au sein de la clinique mutualiste. Tout d'abord, la sleeve gastrectomie. Parlez bien près du micro. Pardon. La sleeve gastrectomie, sleeve en anglais, ça veut dire manchon ou manchette. Et en fait, ça consiste à enlever une partie de l'estomac, de créer un petit estomac, un tube gastrique. On a une petite image là-dessus. Voilà, tout à fait. Donc on enlève à peu près les 2/3 de l'estomac, on crée un petit tube gastrique qui va entraîner une restriction alimentaire, c'est-à-dire que les patients, après ce type d'intervention, mangent par petites quantités sans forcément enlever le plaisir de manger. Alors, toutes les interventions en chirurgie bariatrique sont basées sur la restriction alimentaire. L'autre intervention, ça c'est une intervention qui est relativement récente, qui date du début des années 2000. Une autre intervention, c'est le bypass gastrique. Ça c'est un peu l'intervention de référence en chirurgie bariatrique parce que c'est la plus ancienne, sur laquelle on a le plus de recul. Les principes de cette intervention, c'est d'abord de créer un petit estomac, donc de déconnecter
une grande partie de l'estomac qu'on va laisser en place, un petit estomac qui va entraîner une restriction alimentaire. Et puis, sur ce petit estomac, on va brancher de l'intestin grêle, mais on va créer un court-circuit qui va faire qu'une partie de l'intestin grêle n'est plus fonctionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire que les aliments ne passent plus, ne sont plus absorbés, et donc on crée une malabsorption artificielle qui va entraîner un amaigrissement. Comment se choisit tel ou tel type d'intervention ? Alors, il n'y a pas de technique idéale. Ouais. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. C'est une décision médicale qu'on choisit en équipe, mais cette décision médicale, elle se fait avec le patient. Ça, c'est essentiel. Le patient a son mot à dire et pour ça, il va falloir qu'il soit pleinement informé des avantages et des inconvénients de chaque technique. Alors, il peut y avoir aussi des contre-indications médicales à telle ou telle technique. Le bypass, par exemple, peut être contre-indiqué chez des patients qui ont été opérés plusieurs fois au niveau du ventre, chez des patients qui ont une pathologie nécessitant une prise médicamenteuse au long cours. La sleeve peut être contre-indiquée en cas de reflux gastro-œsophagien sévère. Donc, on l'a bien dit, c'est aussi le choix. Donc, le dernier mot revient à l'équipe médicale, mais c'est le choix du patient qui compte également. Madame Audy, vous avez été patiente opérée par le docteur Canard, justement. Oui, tout à fait. Et comment avez-vous décidé le type d'intervention vous concernant ? En fait, il s'est passé plusieurs mois avant la prise de décision. Je n'avais pas d'idée préconçue sur la technique à utiliser. Le docteur Canard m'a exposé les deux techniques. Et ensuite, après tous les examens, il m'a indiqué que celle qui était la plus indiquée pour moi, c'était la sleeve. Je m'étais documentée aussi sur les deux techniques et effectivement, ça me convenait. Donc, on est parti sur cette technique. Vous disiez c'est un processus de longue maturation. Vous avez longtemps mûri de faire ce choix de franchir le cap de l'intervention. Alors, moi, déjà, pour faire cette démarche, j'ai environ réfléchi 2 ans. Ouais. Et lorsque je suis venue voir le docteur Canard, après, entre la première entrevue et la date d'opération, il s'est écoulé environ 6 mois. Ça m'a permis de pouvoir vraiment mûrir mon projet, de prendre en compte tous les paramètres, parce que ce n'est pas une opération anodine. Bien sûr. Et donc, j'ai pris ma décision vraiment en connaissance de cause. Alors, parmi ces paramètres, il y a des risques liés à l'opération. Ils existent, ces risques. Vous avez parlé de contre-indications tout à l'heure. Oui, il y a des risques, comme toute intervention chirurgicale, plus particulièrement dans la chirurgie de l'obésité, puisque c'est des patients qui sont en apparent de bonne santé, mais qui peuvent avoir un terrain fragile, notamment sur le plan cardiovasculaire, respiratoire. Il y a des risques chirurgicaux, essentiellement les risques hémorragiques, et des risques de mauvaise cicatrisation au niveau des coutures que l'on fait. Donc oui, il y a des risques qui sont faibles, de l'ordre de 5 à 10%, mais qui ne sont pas négligeables. Ouais. Pascal Meignet, prenez le micro. Quels sont les risques là, cette fois-ci, liés à l'anesthésie ? Oui, alors effectivement, nous sommes dans une intervention chirurgicale avec anesthésie générale. Donc nous nous retrouvons dans une situation de risque anesthésique identique à n'importe quelle chirurgie, en sachant que ces risques sont quand même relativement mineurs et variables dans leur intensité, et que nous essayons au maximum de les limiter. Dans le cadre de la chirurgie de l'obésité, ces risques sont un peu majorés du fait bien sûr du surpoids, et donc ça peut aller de la pose de perfusion qui devient difficile, ou la cinétique des médicaments anesthésiques qui est modifiée, et puis bien entendu toutes les comorbidités associées qui ont été l'indication de la chirurgie, bien souvent, l'hypertension, le diabète, les troubles respiratoires, qui sont donc ces comorbidités qui peuvent se décompenser à l'occasion de la chirurgie, soit en post-opératoire. Et je pense particulièrement aux troubles ventilatoires. Et les patients qui sont avec des syndromes d'apnée du sommeil appareillés, nous leur demandons de venir avec leur appareil et nous
essayons de prévenir ces troubles ventilatoires avec l'appareillage directement en salle de réveil, de façon à effectivement améliorer leur ventilation. Donc des risques, effectivement, il y en a. Et c'est le rôle de nos consultations pré-anesthésiques de les identifier et d'essayer de les rendre les plus minimes possibles. Alors, Monique Audy, tout à l'heure, vous parliez d'avoir pris mûrement votre décision, d'avoir intégré tous les paramètres. Le paramètre risque, j'imagine, vous l'avez intégré, vous avez été suffisamment informé de tous ces risques ? Oui, on m'a informé de tous les risques au niveau de l'opération de l'estomac et au niveau de l'anesthésie. D'ailleurs, à un moment, je me suis demandé si j'allais continuer le parcours. Ah, il y a eu un moment de doute Il y a eu un petit moment de doute, ouais. Mais justement, les 6 mois sont là aussi pour permettre de bien réfléchir, de prendre en compte ces risques. Et je suis allée jusqu'au bout du parcours. Et lorsque je suis arrivée pour mon opération, j'étais vraiment 100% sûre de moi, de ma décision. Et ces risques, je les avais intégrés. Un mot sur le stress. Comment avez-vous géré votre propre stress par rapport à l'opération ? Il y en avait la veille, 2 mois avant, 3 mois avant ? J'avais beaucoup de stress environ 2-3 mois avant, justement au moment des doutes. Et le jour de l'opération, non, je n'étais pas du tout stressée. J'arrivais sereinement. Je vivais ça un peu comme une délivrance. Un soulagement ? Oui, un soulagement. Pascal Meignet, on parle de cette longue phase de préparation qui s'étend sur 6 mois. Par rapport aux patients très stressés, vous proposez au sein de la clinique une technique d'hypnose. Dites-nous en plus, ça s'adresse à quel type de patient exactement ? Alors déjà, l'hypnose a toute sa place dans la prise en charge de patients qui vont devoir bénéficier d'une intervention chirurgicale. De nombreuses études ont démontré l'intérêt de l'hypnose dans cette indication, en particulier une étude assez récente de l'INSERM qui confirme que la prise en charge par l'hypnose du stress périopératoire diminue les produits anesthésiques, les quantités de produits anesthésiques, permet de diminuer la douleur, permet un meilleur réveil, une meilleure cicatrisation et une meilleure réhabilitation post-opératoire. Ça a été démontré. Alors, dans le cadre de la chirurgie bariatrique, nous avons des patients qui ont un stress très élevé, qui a souvent d'ailleurs été à la base de leurs troubles de conduite alimentaire. Donc, ce sont des patients qui ont encore plus besoin d'être pris en charge par ce genre de techniques thérapeutiques. Donc, effectivement, je ne peux pas voir tous les patients en consultation d'hypnose. Donc, il y a une sélection qui se fait par le biais des diététiciennes, de Madame Musard, de tout le groupe qui travaille donc dans la prise en charge de ces patients et qui, lorsqu'elle constate qu'un de ces patients est plus particulièrement stressé qu'un autre, me les envoie et me les envoie en consultation. Voilà. En 2 mots sur cette technique, c'est de la conversation, ça se fait pendant l'anesthésie, au moment de l'anesthésie, en amont. Alors moi, je les vois en amont. Oui. Effectivement, on peut faire de l'hypnose conversationnelle au bloc opératoire, ce que je fais quasiment à tous les patients que j'endors. Mais là, nous sommes dans un cadre un petit peu de prise en charge en amont. Donc, je les vois en consultation. Et là, effectivement, ce sont des patients qui sont souvent en plus émotionnellement très riches. L'hypnose fait appel à beaucoup de sensorialité. Et donc, ce sont des patients qui se laissent effectivement très bien, j'allais dire, qui s'adaptent très bien à la transe hypnotique et dans lequel on peut faire un travail de prise en charge vis-à-vis du stress, mais aussi de la phobie des perfusions ou des prélèvements, des prises de sang, voilà, de la phobie des hôpitaux, parce que souvent c'est lié. D'un mot, Madame Audy, vous n'avez pas eu recours, hein, si j'ai bien compris, à cette technique. Je n'ai pas eu recours à l'hypnose pour mon opération. Oui. Par contre, j'avais entendu parler de l'hypnose pour des addictions alimentaires. On n'a pas fini avec tous les bienfaits et les bénéfices de l'hypnose, effectivement, sur d'autres terrains. Cette opération, Dr Canard, elle ne marche que s'il y a une prise en charge pré- et post-opératoire. Hein, c'est indispensable. Tout à fait. Il y a d'abord une prise en charge préopératoire qui a 2 versants. Faire le bilan de l'obésité, rechercher les pathologies liées à l'obésité, problèmes cardiovasculaires, respiratoires, parce qu'on est dans les risques anesthésiques en vue d'une opération pour diminuer au maximum ces risques,
pourra jamais les annuler. Et puis l'autre versant, c'est une prise en charge diététique, une prise en charge psychologique, un peu tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission. Parce que la chirurgie, quelle que soit la technique utilisée, ce n'est pas une baguette magique. C'est juste un outil pour traiter l'obésité. Et donc sans modification des comportements alimentaires, sans la mise en place d'une activité physique régulière, la chirurgie est vouée à l'échec. Alors Madame Audy, Dr Canard vient de le dire, ce n'est pas la chirurgie un coup de baguette magique, mais ça a été une délivrance pour vous, on l'a dit. Diriez-vous que la préparation a été aussi importante que le suivi dans votre prise en charge ? Oui, la préparation m'a permis de prendre conscience de certains comportements chez moi, de certaines choses à changer dans mes habitudes. Mes habitudes pour faire mes courses, pour aménager mes placards, pour préparer un repas. Et mes habitudes de vie ensuite, au quotidien, maintenant, je privilégie le sport, je fais beaucoup plus attention à moi. Voilà. Docteur Canard ? Oui, je n'avais pas dit juste sur le suivi post-opératoire, ce qui est aussi essentiel, qui a plusieurs objectifs. D'une part, surveiller l'amaigrissement, surveiller qu'il n'y ait pas de carences qui apparaissent suite à cet amaigrissement ou de dénutrition. Et puis d'autre part, surveiller l'état psychologique, une surveillance psychologique, puisque ça peut réveiller l'amaigrissement, ça peut réveiller certaines souffrances, on peut avoir des dépressions après ce type de chirurgie, et c'est essentiel qu'il y ait ce type de suivi, c'est vraiment un garant du succès de la chirurgie de l'obésité. Vous nous parlez du suivi psychologique. Madame Audy, il y a aussi une préparation psychologique en amont de l'opération, qui est importante. J'ai vu plusieurs fois une psychologue qui m'a parlé un peu des risques aussi avant l'opération, mais aussi après. Parce que le comportement peut changer, l'entourage peut changer, on a une vision différente des choses aussi. Et donc, j'ai été accompagnée aussi bien avant qu'après. Alors, on a mis l'accent sur l'importance de la préparation. Comment ça se passe du côté de l'alimentation après l'opération, Réjeanne Nadal ? Alors, en fait, c'est un petit peu chamboulé. C'est-à-dire qu'en préparation, comme on en a parlé tout à l'heure, on leur demande d'être connectés avec leur corps, leur estomac, de bien percevoir les signaux, de manger en fonction de leur faim, s'arrêter au rassasiement. Donc là, ils sont connectés avec des sensations d'hormones, par exemple, je pense à la gréline, cette hormone de faim et de rassasiement, qui est sécrétée par leur estomac. Ce qu'il y a, c'est que des suites immédiates de l'opération, en fait, c'est un peu perturbant pour le patient, parce qu'on lui demande d'être guidé par ces signaux-là, qui n'existent plus vraiment dans les premiers mois. Donc, on va leur demander, et c'est pour ça qu'on est là aussi, la diététicienne donne un protocole de réalimentation qui est assez précis. Et là, il faut savoir être scolaire, parce que on a vu sur les schémas, discipliné, effectivement, parce qu'il y en a qui n'ont plus du tout envie de manger, qui ne ressentent plus ni la faim, ni rien. Et donc, c'est un peu délicat dans les tout débuts des suites opératoires. Il faut qu'il y ait une cicatrisation interne. Donc, on leur donne un protocole sur le premier mois, c'est important, avec des indicateurs de quantité, quand manger, pour ressolliciter ce nouvel estomac. Et de toute façon, dans les mois qui suivent, ils vont retrouver leurs sensations. Peut-être que Madame Audy, vous avez ressenti ce que décrit Madame Nadal ? Oui. Par exemple, le phénomène de satiété, je ne l'avais jamais éprouvé. Et depuis mon opération, je sais tout de suite si j'ai faim, si j'ai pas faim, si c'est de la faim, de la vraie faim ou de la faim, de l'envie. Et j'écoute beaucoup plus mes sensations. D'ailleurs, je suis devenue beaucoup plus gourmet. Voilà. Oui, donc écouter ses sensations pour répondre aux besoins réels du corps. Et de ce fait, elle va réussir à stabiliser son poids sans problème. Bon, après, Madame Audy s'est bien préparée. Elle a parlé de 6 mois. Pour certains patients, ça peut mettre beaucoup plus de temps. Parce que si en équipe, on estime qu'il y a encore des points à travailler et qu'il y a encore des failles ou des fragilités,
on ne peut pas prendre cette responsabilité de se lancer dans une chirurgie sur quelqu'un qui a encore des choses à travailler. Elle était prête et aujourd'hui, elle vit très bien son amaigrissement. Et on en est tous ravis d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Madame Audy, vos habitudes alimentaires ont beaucoup changé. C'est une mini-révolution dans vos habitudes alimentaires. Oui. Dans la mesure où je n'avais pas de satiété, mes courses s'en ressentaient. Je faisais des courses par plaisir, j'achetais en grande quantité. Et maintenant, je fais plutôt un planning sur la semaine et j'achète vraiment en fonction des repas que j'ai établis. Et en gardant un équilibre féculents, légumes et viande, poisson. Et de préférence, pas trop de matière grasse, pas trop de sucre. Vous nous parliez tout à l'heure, vous étiez fin gourmet, c'est-à-dire que vous faites des restaurants, oui. Vous faites plaisir. Oui. Vous lâchez un petit peu au restaurant ? Je vais régulièrement au restaurant, mais ça se limite à juste un plat et bien souvent je le finis pas. Mais le restaurateur doit faire la tête. Il dit alors vous finissez pas, Madame Audy. Effectivement, je me suis déjà souvent ça les restaurateurs. Vous n'avez pas aimé. Mais c'est tout à fait vrai. Je me justifie, je raconte mon histoire et en principe ça passe très très bien. Et je me force pas à finir et je me suis fait plaisir. Je leur explique que c'est pas parce que j'ai presque rien mangé que je ne me suis pas fait plaisir. Voilà. Madame Nadal, ça veut dire qu'on peut se faire un repas gastro et le lendemain, ça veut dire qu'il faut quand même faire du rééquilibrage dans ses habitudes alimentaires. Enfin, sur ces patients-là ? Oui. Sur des gens qui ont une capacité d'accueil si faible, de toute façon, on va leur demander de se faire plaisir, de varier énormément l'alimentation, puisque ce qui est important, c'est, comme disait Dr Canard, d'éviter au maximum les carences. Sur une méthode restrictive simple comme la sleeve, c'est un peu moins problématique, mais pour les techniques du bypass, par exemple, qui est une technique mal absorptive, ça peut amener à des carences. Donc nous, on va les guider sur le plus possible de variété. Et puis, il y a aussi quand même des gens qui ont des rapports à la nourriture différents, qui redécouvrent le goût, les plaisirs, et il y en a même qui deviennent un peu flexitariens, qui ont du mal de plus en plus de mal avec les protéines animales, les viandes carnées, les viandes filandreuses, et qui vont de plus en plus vers les végétaux, en fait. D'accord. Donc, nous, on va les guider, mais non, l'équilibre, c'est sur une journée, une semaine, un mois, et puis le plus important, c'est que eux soient en accord avec eux-mêmes. S'il y a des fortes reprises de poids, c'est qu'il y a des mauvaises habitudes qui reviennent ou des troubles qui n'ont pas été traités ou guéris avant, et ça revient en fait. Avant de prendre les questions des internautes, Madame Audy, vous diriez que cette opération a changé votre vie ? Oui, ma vie a vraiment changé parce que je m'en étais pas rendu compte, mais petit à petit, il y a des activités que je ne faisais plus. Et j'ai retrouvé un certain goût à faire de la randonnée, à faire des activités un petit peu différentes, des activités sportives, des activités en famille surtout. Et mon mari et mon fils apprécient vraiment beaucoup. En fait, je m'étais posé plein d'interdits parce que mon poids faisait que je ne pouvais plus. On l'a dit, vous me l'avez dit en préparant l'émission, c'est pas un souci d'en parler. Vous posiez combien avant l'opération ? 109 kilos et aujourd'hui j'en fais 66. Le regard des autres a changé beaucoup, vos proches, au travail ? Oui, je pense que ma famille proche est très fière de moi. Au niveau de mon travail, je me suis aperçue aussi que le regard des gens avait changé. Une certaine confiance, on pourrait dire. De toute façon, mon propre regard sur moi a changé. Déjà. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai l'impression un peu de me réaliser. Très bien, beau témoignage que celui de Madame Audy. On va poursuivre cette discussion avec les questions des internautes. Elles arrivent nombreuses. Peut-on être opéré quand on est mineur, Dr Canard ? Peut-on être opéré ? Alors, la chirurgie de l'obésité chez les mineurs, ça peut exister. C'est vraiment des cas très sélectionnés et ça doit se faire dans des centres experts pédiatriques. D'accord. Y a-t-il des échecs ? Oui, il y a des échecs. Et c'est vrai que dans notre quotidien, c'est un problème dans la chirurgie de l'obésité. Il y a des échecs de chirurgie.
pour deux raisons. Un, parce qu'il peut y avoir des malfaçons techniques, des erreurs techniques. Et puis deux, la deuxième erreur d'échec qui est quand même le plus prépondérant, c'est des patients qui ont peut-être trop compté sur la chirurgie, qui n'ont pas fait ce travail de préparation, ce travail sur la modification des comportements alimentaires, on revient toujours sur la même chose, sur l'activité physique, qui ont trop compté sur la chirurgie. Sur le coup de baguette magique. Voilà, alors avec ce type de chirurgie, tous les patients perdent du poids. Mais le vrai risque, c'est la reprise du poids au bout de 3, 4, 5 ans. C'est ça l'échec. Et oui, ça existe. Oui, en fait, quand le patient est opéré, la première année, les 12-18 premiers mois, c'est la phase d'amaigrissement. Et en fait, on appelle cette période c'est l'euphorie de l'amaigrissement. Donc bien sûr, tous perdent. C'est vraiment 1 + 1 = 2. Vous vous retrouvez avec une toute petite capacité d'accueil. Vous mangez beaucoup moins sur l'instant T. Vous réduisez l'apport énergétique sur la journée. Vous perdez du poids. Ce qu'il y a, c'est que voilà, à partir de la 2e, 3e, 4e année, s'il n'y a pas eu un travail vraiment de fond précédemment, les mauvaises habitudes alimentaires reviennent. Et je reviens sur ce que disait la psychologue tout à l'heure. Si l'aliment est autre qu'à une fonction de vous nourrir, si l'aliment comble du vide, comble de l'ennui, s'il a un autre rôle que ça, vous pouvez manger 10, 15, 20, 30, 40 fois par jour sur des petites quantités, mais vous allez y arriver. Puis les patientes qui reprennent du poids, elles deviennent un peu filoutes. Elles savent très bien comment gérer, qu'est-ce qui passe pas, comment manger. Et bon, c'est malheureusement... et puis souvent, c'est des patients qu'on ne voit plus. Ouais. Qui partent, qui disparaissent des circuits radars. Qui fuitent un peu, qui fuitent. Autre question, est-ce qu'on peut envisager une chirurgie réparatrice après la phase d'amaigrissement, docteur ? Oui, on peut envisager une chirurgie réparatrice, mais qui ne se conçoit qu'après la fin de la phase d'amaigrissement. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas avant 1 an, 1 an et demi après la chirurgie. Et puis on va terminer avec une dernière question internaute. Est-ce qu'on peut tomber enceinte après une telle opération ? Bonne question. Oui, on peut tomber enceinte et même l'amaigrissement augmente la fertilité. Après, c'est vrai qu'on déconseille, on ne peut pas interdire, mais on déconseille en tout cas fortement aux patientes de tomber enceinte pendant la phase d'amaigrissement. Donc on demande une contraception efficace au moment de cette chirurgie, et ce pendant la phase d'amaigrissement qui dure à peu près 1 an, 1 an et demi. Madame Nadal ? Oui. Je peux confirmer et témoigner, puisqu'on a beaucoup de nos patientes, certaines qui avaient du mal à avoir un enfant. Et moi, j'ai vu beaucoup de patientes sliver. Après leur phase d'amaigrissement, j'ai vu plein de bébés sleeves. Les bébés sleeves. Bébés, de magnifiques bébés, avec des prises de poids assez modérées, somme toute, pendant la grossesse, et qui ont tout à fait réussi à reperdre. Mais c'est... Quand il y a grossesse pendant la phase d'amaigrissement, ça doit être des patientes qui doivent être particulièrement suivies, et puis un suivi obstétrical aussi du fœtus, parce qu'il y a un risque avec les carences de malformation, etc. C'est pour ça qu'on les sensibilise, parce que c'est pas le but. D'abord l'amaigrissement, ensuite le pic de fertilité. Mais ça nous est arrivé. Très bien. Merci pour vos éclairages respectifs. Merci tous les 4 d'avoir témoigné sur le plateau. Restez encore avec nous. On va laisser le mot de la fin à Yann Pilâtre, qui est le directeur général du pavillon de la Mutualité Française Gironde, qui va nous rejoindre. Vous allez vous serrer un tout petit peu côté canapé. Voilà, on va lui faire de la place à monsieur Pilâtre, que je salue. Prenez le micro. Vous allez être un petit peu notre grand témoin. Vous avez suivi l'émission depuis le début. Je vous ai vu en coulisses. Qu'est-ce que vous retenez de cette émission, de ce qui s'est dit ? Quel est votre ressenti d'abord ? Le ressenti est, je trouve, plutôt positif. On a assisté à une émission riche. On a appris tous beaucoup de choses, les spécialistes comme les novices. Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué d'entrée, c'est vous avez commencé à dire les régimes font rarement maigrir. Alors on a tous pris un gros coup sur la tête, et puis ensuite vous avez dit et si on fait du sport, c'est bien, mais c'est pas suffisant non plus pour maigrir. Donc deuxième coup sur la tête. Surtout en cette saison où les magazines fleurissent. Il y a des régimes partout pour être le plus beau ou la plus belle sur la plage. Donc ça effectivement, ça nous remet un petit peu face à des réalités. On a tordu le cou à certains préjugés. Voilà, c'est ça. Et puis il y a une dimension importante qui a été
très longuement retracé au cours de l'émission, c'est cette dimension pluridisciplinaire où finalement on s'aperçoit que pour que ce régime ou cette réponse à ces problématiques d'obésité soit efficace, la dimension pluridisciplinaire, elle est indispensable. Elle peut aller éventuellement jusqu'à la chirurgie, mais pas forcément, et heureusement, sinon nous aurions des volumes de patients considérables, et c'est surtout pas l'objectif. Donc on a vraiment cette dimension pluridisciplinaire qui est ressortie de manière très significative au cours de l'émission, et ça je pense que c'est un point important, et sûrement qu'il éclaire beaucoup les internautes qui, comme moi et comme beaucoup d'autres, on a l'habitude de se dire je ne mangerai plus de chocolat cette semaine et la semaine prochaine, je vais même arrêter les chamallows et tout va bien se passer, quoi. Ça n'est qu'une question de volonté. Voilà. C'est ça. C'est aussi simple que ça. On le disait tout à l'heure en ouverture de l'émission avec René Martin, cette web émission dédiée à l'obésité en direct, je le rappelle, dans le hall de l'Institut de l'IMO, c'est une première dans l'histoire de la clinique. Est-ce qu'il y a d'autres projets innovateurs sur les rails ? Si on reste sur le thème de l'obésité, je pense que vous avez compris les nombreux messages du docteur Musard qui a expliqué, attention, nous manquons de place au niveau des ateliers thérapeutiques. Donc l'évolution va se poursuivre au sein de l'augmentation de l'offre, puisque la demande est importante. Et puis je pense qu'il va falloir qu'on intègre dans les futurs locaux de consultation que nous allons construire dans les années à venir de nouvelles dimensions en matière d'éducation thérapeutique et de prévention, puisque l'objectif d'un établissement, c'est bien sûr de soigner les patients, bien évidemment, mais si on peut aussi prévenir la maladie, je pense qu'on remplira pleinement notre mission. Donc il y aura une dimension sportive qui intégrera plus spécifiquement l'obésité, mais d'une manière générale le sport après une opération, qu'elle soit bariatrique, digestive, mais aussi orthopédique. Et puis je pense qu'on ira aussi vers un approfondissement de ces ateliers thérapeutiques. On pourra imaginer à un moment donné peut-être une cuisine thérapeutique pour apprendre aux gens à cuisiner, ou apprendre aussi aux gens à cuisiner, puisque on sait qu'aujourd'hui on est quand même dans une société de consommation où il faut aller toujours très vite. On multiplie les plats cuisinés et autres malbouffes. Et au final, je pense qu'il y a aussi une réponse à apporter à ce niveau-là. Donc 2 pistes, je pense, que l'on pourra travailler, à n'en pas douter, dans les prochaines années au sein de notre établissement. Et plus largement, d'autres projets, en un mot ? Oui, après, effectivement, les projets ne manquent pas, qu'ils soient sur la gériatrie ou sur de futures techniques opératoires en matière de chirurgie digestive, notamment en termes d'assistance robotique, puisque l'établissement est équipé depuis quelques mois en matière d'assistance robotique. Donc ce sera là aussi des évolutions assez importantes pour l'établissement. Parfait, merci d'avoir conclu avec nous cette première web émission. C'est la fin de notre live en bon français depuis l'Institut mutualiste de l'obésité, ici même au sein de la clinique mutualiste de Pessac. Vous pourrez voir et revoir cette émission en ligne en vous connectant sur le site obésité-bordeaux.tv. Merci de votre attention et à très bientôt.